Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du 17 février de la Fédération, excusez, de la FCPQ en direct. Je cède la parole tout de suite à notre président, M. Kevin Roy, qui va commencer cette présentation-là. On m'entend bien? Je pense que oui. Donc, salut tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être présent en grand nombre. Je pense que c'est un record pour nos FCPQ en direct. Merci d'être là. Vous savez, aujourd'hui, notre FCPQ en direct, le principal sujet, ça va être les modifications apportées avec les modifications qui sont apportées avec le projet de loi 40, projet de loi qui a été adopté sous bâillon le 8 aux petites heures du matin, samedi dernier. Donc, toute l'équipe s'est mise au travail pour essayer de sortir les faits, pas essayer, en fait, pour sortir les faits saillants, surtout les faits saillants qui touchent principalement l'implication des parents, qui touchent le rôle des parents. Donc, on va pouvoir vous les présenter très prochainement. Mais juste avant, je tiens à faire une petite introduction là, qui ne durera pas longtemps, parce que je sais que vous n'êtes pas ici pour m'entendre, mais pour savoir des détails sur le projet de loi. Donc juste un petit récapitulatif là, des derniers événements depuis le projet de loi, l'adoption du projet de loi. Donc, le lendemain, en fait, quelques heures après l'adoption du projet de loi sous bâillon, on a tenu notre conseil général à la Fédération. Donc, notre conseil général avait lieu à Longueuil pour cette fois-là. On a recueilli lors de ce conseil général-là les questions, les principales questions, puisqu'il venait d'être adopté. Il y avait eu des amendements de dernière minute. Donc, on a recueilli les questions, certaines de ces questions-là qu'on a soumises au ministère. Donc, on a les réponses à certaines de ces questions-là qu'on va pouvoir vous donner un peu plus tard. Puis d'entrée de jeu, là, je veux vous dire là, que la méthode que ce projet de loi-là a été adopté, le bâillon, la FCPQ dénonce le bâillon. On a d'ailleurs pris une résolution à notre dernier conseil général pour dénoncer le bâillon, cette méthode-là. C'est un gros projet de loi. Il y avait beaucoup de mesures, des grosses mesures qui avaient des impacts importants sur la loi, sur l'instruction publique. Donc, ce n'est pas la méthode qu'on préconise. Donc, on a dénoncé ce bâillon-là. Puis, d'autant plus qu'en études détaillées en commission parlementaire, il commençait à aborder les sujets qui touchaient l'implication des parents, l'implication parentale. Donc, certaines des recommandations que la FCPQ on a fait, qui ont été prises en compte, qui ont été entendues et qu'il y a eu des modifications dans le projet de loi, mais il y a certaines autres, en fait, recommandations, dont une exigence que la Fédération a fait qui n'a pas été retenue, qui n'a pas été inclus dans le projet de loi. Donc, c'est dommage qu'on ait dû passer par ce bâillon-là parce qu'on n'a pas pu entendre les parlementaires débattre en commission parlementaire sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas tenu compte de nos recommandations, ils n'ont pas tenu compte de notre exigence. Donc, ceci étant dit, le projet de loi est adopté. Donc, on est là aujourd'hui pour vous l'expliquer le plus en détail possible. C'est sûr qu'on est encore à une semaine, là, un petit peu plus qu'une semaine depuis l'adoption, donc il y a encore des détails qui restent à venir, mais on va essayer de le présenter la manière la plus conforme, la manière que nous, on l'a compris en fait, le plus rapidement possible. Je l'ai expliqué, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais nous, on avait deux exigences avec ce projet de loi-là. La première qui était d'assurer un lien entre le comité de parents puis le futur CA. Donc, cette exigence-là, elle a été retenue et inclue dans le projet de loi, mais malheureusement, la deuxième exigence qui était d'assurer un lien entre les comités EHDA puis le CA n'a pas été retenue. On est déçu à la Fédération que cette exigence-là n'ait pas été retenue. Je suis déçu que cette exigence-là n'ait pas été retenue, mais soyez certains que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, toute l'équipe va s'y mettre pour qu'on s'assure que les parents d'élèves à besoins particuliers soient entendus puis que leur représentation qu'il y ait une plus grande représentation au sein des instances. Deux petits derniers éléments que je tiens à vous mentionner au niveau du protecteur de l'élève. Vous savez, pour ceux qui le savent, c'est une des demandes historiques de moderniser le protecteur de l'élève. Donc, on a à la Fédération. Donc, je vous laisse là-dessus. On espère que ça soit modernisé dans les prochains mois.
Puis finalement, le travail, hein, comme j'ai dit, le projet de loi, ça fait une semaine qu'il est adopté. On travaille avec les partenaires, que ce soit les autres fédérations, des directions d'école, les autres fédérations, des associations de directeurs généraux et les autres partenaires du milieu de l'éducation pour faire en sorte que ce projet de loi, que la transition qui est due à cause de ce projet de loi-là se fasse de la manière la plus paisible possible. Puis que surtout que les parents soient entendus pour être certain que la fédération va faire partie du comité de transition, qu'on va faire partie des discussions, puis qu'on va s'assurer que la place des parents, que les parents prennent la place qui leur revienne avec ce changement-là. Je vais arrêter de parler parce que pas pour m'entendre parler que vous êtes connectés, donc je vais laisser la place immédiatement à Maître Jean-François Rioux, le secrétaire général de la Fédération, pour vous expliquer plus en détail le projet de loi en tant que tel. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vais effectivement vous présenter les modifications qui sont venues avec le projet de loi 40. D'une part, pour parler des amendements qui ont été intégrés, on va dire dernière minute là, avec le baillon, mais aussi ce qui avait été modifié dans les amendements d'études détaillées au courant des dernières semaines versus le projet initial qui était déposé le 1er octobre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu reprendre les faits saillants qu'on avait préparés en octobre, les faits saillants des amendements adoptés, le fait saillant de ce que le projet de loi 40 présentait, des amendements qui ont été adoptés en études détaillées, puis aussi ce qui a été adopté au niveau du baillon. Un petit mot rapide aussi avec le cheminement du projet de loi. Je ne repasserai pas au travers des étapes parce qu'on en a discuté longuement auparavant, mais justement pour vous dire que l'adoption officielle du projet de loi 40 s'est faite le 8 février à 3h21 la nuit. Puis on avait notre conseil général cette même journée-là, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas toutes les informations en main encore cette journée-là. Maintenant, on a passé au travers les documents qui sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale, les amendements qui ont été adoptés. On a aussi préparé un tableau comparatif de la loi sur l'instruction publique telle qu'elle existait avant le projet de loi 40, puis aussi en comparaison avec la façon que les articles vont être rédigés avec l'adoption du projet de loi 40 le 8 février 2020. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier petit bloc au niveau des élèves, parents et enseignants. Vous allez voir sur les diapos, il y a une petite légende là, à la droite de la diapositive, c'est que chaque changement qui va être présenté, ceux qui ont un petit crochet vert, c'est ceux qu'on avait une recommandation favorable. Ceux qui ont un petit X rouge, c'est ceux qu'on avait une recommandation défavorable. Puis un petit point gris, c'est qu'on n'avait pas de position. Ce qui va être surligné en jaune, c'est des nouveaux principes, dans le fond, de ce qui comprend les amendements déposés, adoptés en études détaillées, puis ceux qui ont été adoptés sous baillon. En fait, tout ce qui va être en jaune, c'est ce qui est nouveau, puis ce qui va être en blanc, c'est ce qui a été proposé le 1er octobre. Donc, le premier changement, c'est au niveau des inscriptions. Le projet de loi 40 va faire tomber les barrières entre les différents centres de services. Fait que maintenant, une inscription peut être demandée pour inscrire son enfant dans une école d'un autre centre de service. Par contre, il va y avoir quand même des critères qui sont sujets à ça, que ce n'est pas automatique. C'est que dans le fond, oui, on peut demander d'inscrire son enfant dans une école d'un autre centre de service, mais ça va être sous réserve des critères d'inscription de cette école-là. Des critères d'inscription qui sont visés à l'article 239. Il y a des modifications comme quoi que ces critères-là doivent donner la priorité aux élèves qui sont déjà sous la responsabilité de ce centre de service-là. Puis aussi, dans la mesure du possible, les critères d'inscription dans l'école vont devoir donner la priorité aux élèves qui sont déjà là, aux élèves qui ont des frères et sœurs. Donc, on parle de la fratrie. Fait que c'est sûr qu'il y a des critères sous-jacents à ça. Puis ces modalités-là, on va pouvoir en parler plus longuement aussi dans l'avenir parce que ce n'est pas quelque chose qui va être applicable dès maintenant, ni pour la prochaine année scolaire. On parle que ça va entrer en vigueur pour l'année 2021-2022. C'est sûr qu'il y a une certaine période de transition où on va avoir le temps vraiment de s'y préparer puis d'en discuter quand on va être rendu à ce moment-là. Il y a aussi une mention sur l'expertise des enseignants qui a été ajoutée au niveau pédagogique.
Au niveau de l'évaluation aussi, c'est mentionné que c'est seul l'enseignant qui va pouvoir évaluer et donner des notes sous réserve de quelques exceptions. On parle par exemple d'une exception qui est les examens du ministère. Puis, il y a aussi le débat qui, au niveau des enseignants, qui a tombé sur la majoration des notes. On ne parle plus de majoration des notes, mais de demande de révision de notes. Puis on va en parler un peu plus loin, là, mais c'est une demande qui est faite par la direction qui doit devoir être motivée. Puis que c'est l'enseignant qui avait évalué à la base qui va devoir faire l'évaluation, la révision de notes, à moins qu'il y ait un empêchement, par exemple, que l'enseignant n'est pas disponible pour réviser. On va en discuter rapidement plus loin. Au niveau du conseil d'établissement, le plus gros changement au niveau de la composition, c'est que tous les articles qui parlaient initialement d'une nouvelle composition du conseil d'établissement, ça a été retiré. Fait qu'on va rester à ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la composition, c'est ça qui va être conservé avec le projet de loi 40. Tout ce qui est traité avec une composition fixe, puis qu'il n'y avait plus de modalité qu'on pouvait jouer selon la grosseur des territoires, bien ça, ça n'existe plus. On garde le statu quo au niveau de la composition elle-même. Il y a quand même des petits changements au niveau, autre que la composition elle-même, par exemple, que l'Assemblée des parents doit élire au moins 2 substituts. Ça, c'est nouveau avec le projet de loi qui a été déposé le 1er octobre. Pour qu'un CE soit constitué officiellement, il faut qu'au moins les 4 postes de parents soient comblés. Il y a aussi l'aspect des formations obligatoires, ça c'est nouveau. Donc, les membres des CE vont devoir suivre des formations. Il va y avoir aussi le principe d'alternance des mandats. Donc, à chaque année pair et impair, il va y avoir des élections différentes pour qu'il y ait un principe d'alternance. Ça, c'est nouveau également. Puis, il y avait déjà le président du conseil d'établissement qui était choisi parmi les membres parents. Maintenant, il y a aussi un vice-président qui va être choisi parmi les parents. Au niveau du fonctionnement du CE, il n'y a pas eu de nouveauté avec les amendements tout récents au niveau du baillon et de l'étude détaillée, mais il y a quand même eu initialement le 1er octobre des changements qui sont proposés. D'abord, un article qui décrit un peu le rôle du président, un peu à l'image de ce qui existait avec l'article 155 pour le président des commissions scolaires, qui avait un article qui disait que le président doit veiller au bon fonctionnement du CE, qui va en diriger les séances et qui va avoir la préparation en collaboration avec la direction. Aussi que le président est le représentant du conseil d'établissement et qu'il va devoir tenir les parents informés des activités du CE. Un point aussi au niveau des documents préalables à une séance. Mais maintenant, il y a une obligation que ces documents-là, qu'on parle d'ordre du jour, puis des documents qui vont être utiles à des points qui sont traités dans l'ordre du jour, qui vont devoir être disponibles au moins 2 jours avant une séance. Puis, un article qui rappelle que les comités qui sont constitués par le conseil d'établissement vont avoir le droit d'utiliser les locaux et les services de soutien administratif de l'école. Au niveau des fonctions et pouvoirs en tant que tels du conseil d'établissement, encore là, c'est des changements originaux du projet de loi au 1er octobre. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'ajout dans les amendements déposés en baillon ou en études détaillées. Il y a un item sur le projet éducatif avec le centre de service que la publication va être de 30 jours. Un point aussi, auparavant, je dis auparavant, mais c'est avant que les modifications du projet de loi 40 soient adoptées, le CE qui approuvait le plan de lutte contre l'intimidation. Maintenant, le CE va adopter le plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Ça veut dire qu'il va y avoir une possibilité de pouvoir faire des modifications, de travailler vraiment ce document-là. Au niveau des règles de fonctionnement du service de garde aussi, c'est nouveau, puis le CE va les adopter. Lorsque le CE fait des avis au centre de service scolaire, en fait, la nouveauté, c'est que si le centre de service scolaire ne donne pas suite aux avis qui sont faits par le CE, bien, il va devoir fournir les motifs de sa décision. Donc, le pourquoi que l'avis qui est fait du CE n'est pas retenu. Ensuite, le CE va pouvoir faire un avis à la direction sur tout sujet propre à faciliter la bonne marche de l'école, seulement sur approbation des 2/3 de ses membres. Et finalement, il va y avoir aussi un processus de consultation des élèves qui a été instauré. Donc, au moins une fois par année, le CE va devoir consulter les élèves
des sujets qui sont en lien avec le fonctionnement de l'école. Les exemples comme les activités extrascolaires, les aménagements, le climat, etc. C'est ce qui est nouveau en lien avec le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'établissement. Au niveau de la direction, maintenant, on vient d'en parler, là, on parlait que le CE pouvait faire des avis sur un vote du 2/3, mais en revanche, si l'avis est fait, la direction va devoir motiver la décision de ne pas suite à donner l'avis du CE. C'est ça, il y a comme un penchant à ça, là, que si le CE fait un avis, la direction va devoir motiver si... je suis désolé. Donc, s'il ne veut pas, ben, c'est oui. Donc, c'est ça. Donc, la direction va devoir motiver sa décision. Ensuite, de quoi qui est nouveau aussi, qui va entrer en vigueur le 1er août, c'est que la direction va devoir transmettre aux parents tout document que le CE souhaite lui faire parvenir. Donc, ça, c'est un point nouveau qui avait été souvent apporté au service conseil, qu'il y avait un blocage des fois. Donc, maintenant, là, c'est dans la loi que la direction va devoir transmettre aux parents le document que le CE souhaite lui faire parvenir. Prochain item, ça, c'est nouveau. J'en ai parlé rapidement tantôt, c'est au niveau des révisions de notes. Donc, la direction peut demander à un enseignant de réviser le résultat d'un de ses élèves, mais dans ce cas-là, il va falloir que ça soit qu'il fasse une demande motivée, donc qu'il y ait des raisons pour ça. Puis ça va être l'enseignant qui a corrigé initialement, qui a évalué, qui va pouvoir le faire. Puis c'est sûr que s'il y a une attitude, s'il y a des empêchements, ensuite, il y a un autre enseignant qui peut prendre le relais pour cette demande de révision-là. Au niveau des centres de services scolaires, avec les nouveaux amendements, on parle vraiment de l'aspect général de la transformation des commissions scolaires au centre de services. C'est des trucs qui ont été apportés par les amendements initiaux par le projet de loi le 1er octobre. C'est rien de nouveau. Donc, on parle de la transformation. On parle aussi de la mission des centres de services qui n'a pas changé depuis le projet de loi le 1er octobre. Il y a aussi l'aspect du partage de ressources. Ça va être maintenu aussi tant avec les organismes publics aussi qu'avec les établissements privés. Puis que maintenant, les centres de services vont être administrés par un conseil d'administration. Au niveau de ce conseil d'administration, c'est là qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'étude détaillée, puis l'amendement officiellement il a été adopté au niveau du baillon, de la composition. Maintenant, on parle d'une composition de 5 parents, 5 représentants de la communauté, puis 5 membres du personnel. Les 5 parents, c'est des parents qui vont être issus du comité de parents, donc des parents qui sont membres du CP, puis ça va être le CP qui va désigner ces parents-là. Puis il y a aussi un aspect territorial qui a été instauré qu'il va y avoir des districts. Donc, c'est 5 districts, un parent par district qui va être désigné par le comité de parents. Puis on va parler plus tard de la façon dont ces parents-là sont désignés. Il y a aussi 5 représentants de communauté avec des profils spécifiques. Puis l'aspect qui a changé aussi outre le nombre de représentants, c'est l'aspect du domicile versus la résidence. Initialement, le projet de loi disait que les représentants de la communauté devaient résider sur le territoire du centre de service. Maintenant, c'est des représentants qui doivent être domiciliés. Ça a l'air un peu la même chose, mais en droit, l'aspect de résidence puis l'aspect de domicile, c'est différent. Résidence, moi, par exemple, je suis à Rimouski, mon domicile est à Rimouski, mais j'ai un chalet à Québec. Donc, théoriquement, j'ai ma résidence à Rimouski et ma résidence à Québec. Tandis que quand on parle de domicile, on a juste un seul domicile. Fait que peu importe le nombre de chalets que j'ai partout au Québec, mon domicile, c'est où ce que je suis la majorité du temps et où j'habite la majorité du temps. Donc là, on vient un peu plus resserrer les critères pour les représentants de la communauté. Puis les membres du personnel, on parle d'un enseignant, un professionnel, un soutien, une direction puis un cadre. Donc, comme je l'ai dit, les parents sont désignés par le comité de parents. Pour le personnel du centre de service, c'est aussi parmi ses pairs. Puis les représentants de la communauté vont être désignés par les parents puis les membres du personnel ensemble. On va en discuter aussi tantôt
dans l'aspect des désignations, comment ça fonctionne. Au niveau des centres de services scolaires anglophones, la composition elle-même, c'est de 8 à 17 parents qui sont membres de CI, de 4 à 13 représentants de la communauté avec des profils spécifiques, 4 membres du personnel. La différence entre les francophones puis les anglophones, c'est que les parents puis les représentants de la communauté vont être élus en fonction de la loi sur les élections scolaires. Puis les représentants du personnel vont être désignés par le père. Puis la durée des mandats des membres parents puis de la communauté vont être décidés en lien avec la loi sur les élections scolaires. Donc, ce n'est pas la même procédure de désignation. Au niveau des mandats du conseil d'administration des centres de services, c'est 3 ans. Puis, il va y avoir aussi un principe d'alternance, si je peux dire, c'est qu'il va y avoir 2 ou 3 représentants de chaque groupe qui vont devoir être désignés à nouveau 2 années sur 3. Fait qu'on s'assure d'avoir au moins 2 élections, 2 désignations, devrais-je dire, 2 années sur 3. Il y a aussi l'aspect qu'un parent qui a été désigné membre du CP sur le conseil d'administration, il va demeurer en poste même s'il n'est plus membre du CP. Ou s'il n'y a plus d'enfants qui vont fréquenter l'école du centre de service. Pour le représentant de la communauté aussi, il va rester en poste même s'il déménage hors du territoire du centre de service. Il y a aussi, pour les vacances des postes, après 3 rencontres non motivées qui sont manquées, bien, le poste devient vacant. Donc, si on manque 3 rencontres puis qu'il n'y a pas de raison motivée à ça, bien, le poste devient vacant. Il y a aussi un autre aspect qui a été ajouté pour un parent qui siège au CA puis qui n'est plus membre du CP, mais il peut quand même demander de se faire réélire après son mandat si son enfant fréquente encore l'école dont il siège au CA lors de son élection. C'est des points qu'on voit avec des X rouges, là, c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé. Au niveau du fonctionnement des centres de services scolaires, ça aussi, il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est des trucs qui avaient été présentés déjà le 1er octobre, mais on savait déjà. La présidence et la vice-présidence du CA sont choisis parmi les membres représentants des parents. Tous les membres du CA ont le droit de vote, donc on parle des parents, représentants de la communauté, puis représentants du personnel. Donc, tous ces membres, les 15, ont le droit de vote. Le conseil d'administration va établir lui-même ses règles de fonctionnement, donc c'est la régie interne. Un peu à l'image de ce qu'on avait vu pour le conseil d'établissement. Donc, tout document, l'ordre du jour, doit être transmis au moins 2 jours avant la tenue de la séance. Le directeur général et un membre du personnel cadre désigné par ses pairs vont participer aux séances du CA, mais n'ont pas de droit de vote. Donc, ils vont être là pour assister. Puis, aussi l'aspect que le conseil d'administration va pouvoir déléguer des pouvoirs, un de ses pouvoirs au CE, au CR ou à d'autres comités, au comité d'engagement pour la réussite des élections. Donc, ça, c'est au niveau du fonctionnement des centres de services. Il y a d'autres choses aussi encore, il ne faut pas les oublier. Il n'y a plus de rémunération qui existe pour les membres du CA. On parle maintenant d'allocation de présence, puis de remboursement de certains frais aussi. Puis on va avoir plus de détails aussi parce qu'il y a un règlement qui va suivre par le ministre pour encadrer ces allocations de présence-là. Qui vont provenir des budgets des centres de services. Puis encore une fois, comme les membres d'un conseil d'établissement, mais les membres du conseil d'administration vont devoir suivre une formation obligatoire, dont les modalités vont suivre aussi au courant des prochains mois. Au niveau des comités, il y a des modifications qui sont faites au niveau du comité des centres de services. Premièrement, c'est que le comité exécutif qui existait avant le projet de loi 40 est aboli. Le comité de gouvernance et d'éthique existe toujours. Il y a des modifications qui ont été faites. Donc, voici ces 2 principales fonctions. Il doit élaborer des critères d'évaluation du fonctionnement des CA et des CSS et doit aussi s'assurer que les membres du CA et des conseils d'établissement suivent la formation obligatoire. Donc, on parlait de formation obligatoire pour les membres du conseil d'administration et du conseil d'établissement, mais le comité de gouvernance et d'éthique va devoir s'assurer que vraiment les membres ont fait ces formations-là. Alors aussi, le comité des ressources humaines qui, lui, doit proposer au conseil d'administration les critères d'évaluation
du directeur général, puis doit aussi élaborer un programme de planification de la relève en gestion au sein du centre des services scolaires. Le comité de parents, lui, il y a eu des modifications qui ont été faites le 1er octobre, puis aussi des modifications qui ont été adoptées en bâillon. Le premier point, le principal, c'est que maintenant, il y a un lien entre le comité de parents puis le conseil d'administration du centre de services scolaires. C'est une désignation des parents qui sont faites par le comité de parents. Il y a aussi l'article 192 qui avait été réécrit au complet le 1er octobre. Il y a des petites modifications qui ont été faites suivant des demandes aussi que nous, on a fait. Donc, je vais vous énumérer un peu les fonctions. Donc, premièrement, valoriser l'éducation publique auprès des parents d'élèves, proposer au centre des services scolaires des moyens de soutenir l'engagement des parents, de proposer au centre des services scolaires des moyens de favoriser la communication entre les parents et le personnel scolaire, promouvoir la participation des parents aux activités de l'école, du centre de services, de transmettre au centre de services l'expression des besoins des parents, notamment les besoins de formation, c'est nouveau ici, de donner son avis au centre, d'élaborer avec le soutien du centre des services scolaires, de proposer à celui-ci la politique relative aux contributions financières des centres de services scolaires. C'est aussi nouveau. Bon, maintenant, c'est les comités de parents qui vont élaborer cette politique-là puis qui vont la soumettre au centre de services pour qu'elle soit adoptée. Donner son avis au centre des services scolaires sur les projets pédagogiques particuliers et ainsi donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de services scolaires. Ça avait été un oubli majeur dans la première mouture du projet de loi, puis ça a été rajouté à l'article 192. Donc, très important. Le comité de parents aussi va devoir être consulté sur les services de garde dans le milieu scolaire. Donc, il y a certains pouvoirs de consultation qui ont été retirés au comité de parents, dont voici les X rouges. Donc, il ne sera plus consulté sur les règles de passage du primaire au secondaire et du premier au deuxième cycle secondaire. Il ne sera plus consulté pour les objectifs et les principes de répartition des revenus du centre de services scolaires. Il ne sera plus consulté non plus pour les activités de formation destinées aux parents. Il ne sera plus consulté, mais on se rapporte à l'article précédent, 592, il peut quand même donner son avis au centre de services scolaires à ce niveau-là. Un peu encore à l'image de ce qui existe avec le projet de loi 40 pour la communication entre la direction, le conseil d'établissement et les parents. Mais il y a aussi cette obligation-là au niveau du centre des services scolaires qui doit transmettre aux parents tout document que le CP souhaite lui faire parvenir. Le centre des services scolaires doit se transmettre au CP tout document qu'un parent souhaite lui soumettre, comme une communication des deux sens là, qui va être écrit dans la loi. Puis tantôt, on disait que le comité de parents élaborait la politique sur les contributions financières. Mais c'est sûr que si le CP ne le fait pas ou néglige de le faire, bien, il y a un délai de 30 jours qui est donné. Puis après ça, bien, le centre de service prend le relais puis il peut agir sans proposition de politique des contributions financières. Il y a un délai quand même de 30 jours qui est prévu pour ça. Un nouveau comité qui est prévu par le projet de loi 40, qui n'a pas eu de nouveauté avec le bâillon, puis avec aussi les études détaillées. Mais c'est le comité d'engagement vers la réussite des élèves, qui est composé exclusivement de membres du personnel et d'un expert externe. Nous, dans nos recommandations, on avait demandé qu'il y ait au moins un parent qui puisse y siéger. Il n'y a pas eu de parents qui a été ajouté dans la composition. Donc, les fonctions de ce comité-là vont être d'élaborer un plan d'engagement vers la réussite, le PEVR. Ils vont être aussi chargés d'analyser les résultats des élèves et de formuler les recommandations sur l'application du PEVR, de promouvoir les pratiques éducatives issues de recherche auprès des établissements et de donner son avis au centre de services scolaires sur toutes questions relatives à la réussite des élèves. Il y a aussi une obligation pour ce comité-là d'engagement vers la réussite des élèves de consulter le comité de parents, le comité HDA, le CCG et les conseils d'établissement quand ça va être le temps d'élaborer le PEVR. Au niveau de la direction générale, une nouvelle gamme qui a été ajoutée aussi dans la vague de tous les changements du processus de désignation. On avait dit que c'est le comité de parents qui va être chargé de désigner les parents sur le conseil d'administration, mais le directeur général va devoir s'assurer que les membres sont désignés dans les délais requis.
Donc, ça vaut pour les parents, ça vaut aussi pour les membres du personnel, puis pour les représentants de la communauté. Il y avait aussi il est déjà prévu par le projet de loi au 1er octobre, c'est que le directeur général devient le porte-parole officiel du centre de services scolaires. Autre élément maintenant, ça c'est d'autres éléments, on ne passera pas énormément de temps sur cet élément-là, mais juste pour dire, c'est quand même un des gros changements qui est survenu avec le bâillon. C'est au niveau du centre de services scolaires versus aussi le monde municipal. Là, il y a un nouvel article qui a été ajouté qui permet au centre de services de demander à la municipalité de lui céder gratuitement un immeuble aux fins de construction ou l'agrandissement d'une école. Puis qu'il ne peut exiger que de la municipalité qu'elle dirige un bâtiment sur le c'est vraiment, il y a beaucoup d'articles qui ont été ajoutés sur ce processus-là là, pour obtenir des terrains, des immeubles pour ce qui est du plan de besoin de centre de services scolaires. Donc, c'est un gros morceau qui a été ajouté. C'est sûr qu'on n'en discutera pas longuement aujourd'hui, mais juste pour vous dire que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mon exposé sur tous les faits saillants, mais ce qui s'en vient le plus rapidement, dans le fond, je n'ai pas parlé à chaque diapositive, mais pour l'entrée en vigueur de ces dispositions-là, il faut savoir que la plupart des dispositions en lien avec le conseil d'administration, donc ce qui est composition, fonction du conseil d'administration, le centre de services scolaires va entrer en vigueur le 15 juin. Pour ce qui est des modifications au conseil d'établissement, pour ce qui est des fonctions, pour ce qui est des élections de substituts et tout, ça va entrer en vigueur le 1er août. Et ça, c'est ce qui s'en vient le 15 juin, le 1er août. Mais ce qui s'en vient encore plus rapidement, avant le 15 juin, c'est la désignation des membres parents, des membres sur les conseils d'administration. On va expliquer comment ça va fonctionner pour cette année, parce que cette année, c'est un peu l'an zéro. Puis, le projet de loi dit que le ministre va faire un règlement pour ce qui est de réglementer un peu le processus de désignation, mais pour ce qui est des premières désignations, il n'y aura pas de règlement. C'est ce qui est écrit dans le projet de loi. Il y a des articles qui décrivent comment ces premières désignations-là vont être faites. Puis après ça, le règlement va suivre pour les prochaines désignations dans les prochaines années. Donc, la première étape va être le découpage du territoire en districts, parce qu'on me le disait, les 5 parents sur le CA doivent provenir d'un district. Donc, avant de procéder à la désignation de ces parents-là, il faut savoir les districts. Donc, c'est le directeur général qui va procéder pour ce découpage-là au plus tard le 8 mars 2020. Ça arrive vite. Les critères que la loi prévoit pour ces districts-là, c'est qu'il y ait au moins une école sur le district, puis que dans la mesure du possible, le nombre d'élèves soit proportionnel ou soit égal aussi entre les districts. Donc ça s'en vient. Les directeurs généraux peuvent consulter le CP à cette fin. Donc, ça se peut que les comités de parents reçoivent des communications de la direction générale parce que ça s'en vient. Ils doivent procéder au découpage d'ici le 8 mars. Donc, soyez à l'affût. Ensuite, le 1er mai 2020, les directeurs généraux vont faire parvenir un avis de désignation à chaque membre du comité de parents pour les inviter à se porter candidat pour la désignation des parents au conseil d'administration. C'est les comités de parents, comme je disais, qui vont désigner ces parents-là selon ces règles, qui sont le processus qui va être déterminé par le comité de parents. Donc, chaque comité de parents va pouvoir décider du processus des règles de désignation en fonction de respecter naturellement que les districts soient comblés. S'il n'y a pas de candidat qui s'est présenté pour un district en particulier, la loi dit que le poste peut être comblé par un membre qui va être issu d'un autre district. S'il y a 5 districts, 4 districts, il y a un parent qui s'est présenté, mais que l'autre district, le district A, il n'y a pas de parent qui s'est présenté, mais à ce moment-là, un autre parent qui est membre du comité de parents peut se présenter sur ce district-là pour combler le fait qu'il n'y ait personne qui s'est présenté. Puis un coup que le processus est finalisé, le comité de parents va aviser le directeur général des résultats du processus de désignation pour que le directeur général puisse s'assurer que les personnes soient bien désignées dans les délais.
Pour ce qui est des membres représentants de la communauté, on disait tantôt que c'est les membres parents puis les membres du personnel qui vont devoir désigner les représentants de la communauté selon les profils qui sont spécifiques dans la loi. Donc, un peu à l'image du comité de parents, le 1er mai 2020, le directeur général va publier un avis qui va inviter les personnes éligibles à soumettre leur candidature. C'est la première étape. Puis, au plus tard, le 10 juin 2020, les représentants des parents et du personnel du conseil d'administration vont procéder à la désignation de ces représentants-là lors d'une séance qui va être convoquée par la direction générale. Un point important aussi à spécifier, c'est que les membres du conseil d'administration ne sont pas tenus de choisir les représentants de la communauté parmi les formulaires reçus. Donc, les gens vont pouvoir se porter candidat en fonction du profil, mais il y a aussi une latitude qui va être permise pour les membres parents et les membres du personnel de choisir peut-être des personnes qui n'ont pas un meilleur formulaire, mais qui remplissent un profil spécifique. Donc, voilà. Voilà, bon, j'ai soif là, un peu, pour prendre une gorgée, mais j'espère que j'ai été assez clair sur tout le contenu. S'il y a des questions sur l'aspect, je pense qu'on va des changements, on va en traiter plus tard en fonction de ce qu'on a reçu. Puis sinon, c'est les informations qu'on a aujourd'hui, qu'on essaye de vulgariser le mieux possible. Mais s'il y a des questions qui viennent en bout de ligne encore, n'hésitez pas à nous faire savoir. On va essayer de les répondre du mieux possible en fonction des éléments qu'on a. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Payne qui va vous faire un suivi plus serré de ces changements-là en vertu de nos recommandations. Merci, Jean-François. Avant de commencer, on va mettre en contexte qu'on a déjà eu des projets de loi, on a déjà déposé des mémoires, puis il n'y avait aucune de nos recommandations qui était obtenue. Mais on a le grand plaisir qu'au moins dans ce projet de loi, à peu près la moitié de nos recommandations étaient obtenues ou retenues ou entendues dans une forme ou l'autre. Puis, il ne faut pas non plus perdre vue qu'il y a plusieurs d'autres groupes qui sont fait plusieurs demandes aussi. Alors, le numéro 2, maintien de la flexibilité de la composition de conseil d'établissement, on considère que c'est obtenu parce qu'on laisse les conseils d'établissement comme ils sont présentement. Alors, on va dire que c'est obtenu, c'est quelque chose qui a été changé après notre passage, puis le passage des autres en commission parlementaire. Transmission des documents au moins 5 jours. On a mis un X, mais on peut dire que c'est mieux que c'était avant, que c'était des fois séance tenante. Maintenant, la loi, ils disent 2 jours, mais nous, on voulait au moins 5 jours. L'adoption plutôt que l'approbation. Mais chaque fois que la loi est ouverte, on demande que tout soit adopté au lieu d'approuver. Cette fois-là, on a quand même obtenu le plan de lutte puis les règles de service de garde. Mais chaque fois qu'il ouvre la loi, on va toujours mettre toute la liste qu'on veut l'adopter au lieu d'approuver. Alors, si on a 2 à chaque fois, mais dans 20 ans, on doit l'avoir toutes. Recommandation 5, le pouvoir de donner son avis à la direction sur le vote de la majorité. C'est le 2/3 qui était maintenu, comme dans le dépôt de projet de loi. On a demandé la majorité, puis on va essayer de garder le côté le plus possible qu'on a vu de ça. Avec le 2/3, le code, si la table est divisée en 2, c'est pas comme ça que ça arrive toujours, mais les parents ne peuvent pas tout décider, les enseignants ne peuvent pas tout décider. Il faut quand même avoir une collaboration que si on veut donner un avis, il y a au moins quelques-unes de l'autre côté de la table qui est d'accord avec notre point de vue. La recommandation 6, responsabilité de la valoriser. On était correct qu'on peut être contribueur dans la valorisation, mais la loi était modifiée ou dans le baillon, c'était modifié que tout le monde mette l'épaule à la roue pour la valorisation, pas juste les comités de parents, pas juste le conseil d'établissement, mais aussi le centre de service. La recommandation 7, maintien de la contribution et développement à partir du développement social, économique et culturel dans sa région. On avait demandé que ça doit garder, puis bien sûr, c'était gardé dans la mission. Le 8, représentativité correspondant à la réalité territoriale. Alors, ainsi, ça vient les 5 territoires, les 5 districts pour les parents. La recommandation 9, au moins un parent issu de la IAGA. Ça, on ne l'a pas eu, puis comme Kevin a dit dans l'ouverture, c'est pas fini.
Le 10, transmission des documents au moins 5 jours. Encore, la loi a été adoptée avec 2 jours. C'est mieux que présentement, qu'est-ce qui se passe? Des fois, de sciences tenantes, mais nous, on voulait le 5 jours. Le 11, allocation des présences des membres, définie et encadrée. Ça, c'est un règlement à venir. Puis, la semaine passée, à la rencontre que tous les partenaires ont eu, parce que tout le monde sait qu'il y a une messe partenaire, on a été convoqués après l'adoption de la loi. Il nous dit qu'il y en a 5 à 6 règlements qui s'en viennent dans les prochains mois. Ça, c'est une qui va encadrer les allocations, des frais de déplacement, etc. Le 12, maintien en poste au CP, au CI, des parents membres du CIA. Ce n'est pas obligatoire. Alors, on met un X noir, mais en même temps, c'est le CP qui est responsable pour les élections. Alors, vous pouvez choisir ou pas choisir de réélire du monde qui sont plus membres de CP ou CI. Le 13, possibilité de le pouvoir des postes de parents de CIA non comblés par les parents. Alors, ça, c'est plus applicable parce que c'est pas le même type de choix des membres de le conseil d'administration qui était proposé dans le projet de loi le 1er octobre. Maintenant qu'on a le lien, que c'est le comité de parents qui va désigner les personnes qui sont au conseil d'administration, ce n'est plus applicable. La recommandation 14, obligation pour les représentants de la communauté de résider sur le territoire, comme Jean-François a dit, c'est restreinte en disant que c'est le domicile principal. Puis oui, il peut compléter le mandat s'il quitte, mais il ne peut pas avoir un autre mandat après ça. La recommandation 15, représentation parentale sur le comité d'engagement vers la réussite, pour la réussite. On n'a pas une place là. La 16, rôle du directeur de scrutin pour les élections des membres du CIE confié au secrétaire général. On a mis en partie obtenu parce que ce n'est plus le DG, ce n'est plus le secrétaire général, mais c'est chaque comité de parents qui va décider son façon des élections. Alors, on dit que ce n'est pas quelqu'un externe qui contrôle nos élections, c'est nous, le CP, qui va contrôler nos élections. Le 17, rôle de porte-parole de commission scolaire assumé conjointement par la présidente et le directeur général, mais ce n'est pas ça, c'est la loi est adoptée que c'est le directeur général qui vient le porte-parole. La recommandation 18, changement à la fonction de protecteur d'élèves. Ce n'était pas dans ce projet de loi-là. On ne lâche pas. Puis Kevin a fait référence aussi. On sait que le processus de plainte, le processus de protecteur de l'élève, puis le rôle de protecteur de l'élève a besoin d'être revu. Puis on va continuer à travailler sur ce dossier-là au prochain CG, entre autres. La 19, recommandation 19, élaboration de politique pour les contributions financières. On avait demandé que ça va être conjointement. Ou avec l'aide de la FCPQ. Ça va être fait conjointement avec le soutien dans le CSS, oui, avec le comité de parents. La recommandation 20, maintien de la fonction de CP, a donné son avis. Alors oui, c'était enlevé puis réajouté. C'était une demande qu'on avait très claire puis c'était bien entendu. 21, maintien d'obligation pour le CS de consulter le CP. Alors, il y a 2 choses qui carrément, ils ne sont pas maintenus. Les règles de passage, l'objectif de principe et répartition des revenus. Mais les activités de formation destinées aux parents, on dit que c'est en partie. Ce n'est plus une obligation de consultation, mais on peut donner avis. Alors, on peut donner avis. Le 22, maintien du lien. Alors, on a dit en partie. Pourquoi on a dit en partie? Parce qu'il y a trois demandes dedans. On avait demandé au moins 4 représentants. On a réussi d'avoir 5. Le représentant au CP, pendant toute la durée de leur mandat, on a mis un X, mais comme je dis, c'est le CP qui fait les élections quand même. Puis maintien le poste à leur CI. Alors, ça, ce n'est plus applicable nécessairement. Alors, on continue. Le 23, le pouvoir de ministre, mais les 2 pouvoirs de ministre, c'est sûr que quand le ministre décide de prendre un pouvoir, il n'y a pas grand monde qui va le déloger de
son désir d'avoir des pouvoirs, malheureusement, même si on a dit le contraire. 25 modalités d'élection des membres de CIE définies dans la LIP. On a dit en partie, parce que c'est présentement dans les annexes qui étaient dans la LIP. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est au moins, on sait par où on s'en va avec l'adoption de le projet de loi. Ça va être pour les prochaines fois que, quand il va y avoir des règlements, il faut les suivis très proches. 26, le mécanisme de résolution des différentes, il n'est pas dans le projet de loi. Maintien en fonction des actuels commissaires jusqu'au 30 juin. Je pense que tout le monde sait cette histoire-là. Le 28, poursuit des mandats des membres de CI jusqu'à leur échéance normale. Alors ça, c'est bien sûr, c'est obtenu parce que les CI restent comme ils sont présentement. Il ne va pas avoir un reset cet été comme était proposé le 1er octobre. Le 1, je sais que le 1, il doit être au début, mais c'est parce qu'on a divisé en recommandations relatives au ministre et à la transition. Alors, le 1, mise en œuvre de projet de loi 40, appuyé par les bonnes pratiques dans le milieu et la gouvernance. Et 5, on a mis un point d'intégration, on va tout savoir, puis il va rester tout à l'afflux pour faire l'évaluation. Le 29, la formation commune et obligatoire, ça c'est obtenu. Je vais vous donner des informations dans quelques petites minutes. Puis la formation, pas uniquement technique, mais aussi axée sur les habiletés et façons de faire nécessaires. On va voir, parce que toutes les formations sont en développement. Les transitions puis les dates à retenir. Alors, premièrement, pour les CSS ou les CS, dépendant quel mot que tu veux utiliser, techniquement, ils sont encore des CS jusqu'à le 1er juillet. Après ça, ils viennent les CSS. Alors, au plus tard, le 8 mars, le découpage des districts par le DG, puis je vais en parler encore un petit peu plus, juste dans 2 minutes. Au plus tard, le 1er mai, l'avis de mise en candidature. Au plus tard, le 1er juin, les élections ou les désignations. Au plus tard, le 20 juin, la cooptation des représentants de la communauté, Au plus tard, le 15 juin, la première rencontre du CIA. Le 30 juin, c'est la fin des commissions scolaires francophones. Puis le 1er juillet, c'est la rentrée en fonction de les centres de services scolaires et leur conseil d'administration. Pour les commissions scolaires anglophones, le 1er novembre, c'est les élections des représentants des parents et des communautés au CIA. Le 4 novembre, ça va être la fin des commissions scolaires comme on les connaît. Puis la première rencontre des CIA, puis la rentrée en fonction des CSS, ça va être après le 5 novembre ou après le 4 novembre. Aussi, transition, les dates à retenir. Je vais aller plus lentement. En mars, il va y avoir des rencontres de groupes de transition de chaque CS. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans chaque mission scolaire? Il va y avoir un groupe qui inclut le DG, un cadre, un personnel, puis un parent. Oui, un parent. Puis il va y avoir une demi-journée de formation donnée avec le ministère. Pour le 12 mars, ça va être à Québec. Puis le 13 mars, c'est à Montréal. Tous les commissions scolaires, ils vont être convoqués pour une date ou l'autre pour cette formation-là. Alors, assurez que vous prenez votre place. C'est le CP qui doit désigner une personne pour être présente. La semaine du 6 mars, dans chacune des commissions scolaires, il va y avoir une formation pour l'ensemble des intervenantes, incluant les parents. Alors, tout le monde sur les conseils d'établissement, les comités de parents qui veut, il va avoir des rencontres pour les premières informations, formations, je veux dire plus informations à cette étape ici, dans la semaine du 16 mars. Puis à partir du septembre, il va y avoir la formation commune et obligatoire pour les membres des conseils d'établissement et des conseils d'administration. Alors, les dates très importantes de noter dans votre calendrier, assurez que vous êtes prêts. Action à réaliser immédiatement. De la sanction de la loi, avant le 8 mars, le DG doit découper le territoire des commissions scolaires francophones. On est rendu déjà 10 jours écoulés dans notre 30 jours.
Alors, il vous reste 20 jours pour le découpage de vos territoires. Juste avant qu'on avance dans les commissions scolaires anglophones, il n'y a aucun changement dans les circonscriptions, dans les districts. So for English school boards, there's no change in the wards that exist. They cannot be changed. The elections will go ahead with them as they are currently. Alors, pour les commissions scolaires francophones, chaque district doit compter au moins une école. Dans la mesure de possible, le découpage doit favoriser une répartition équitable du nombre d'élèves entre les districts. Le DG peut aussi tenir compte des facteurs spécifiques, les limites municipalités, les barrières physiques, le caractère des communes, la rivière qui passe en plein milieu de le district, la commission scolaire, quoi que ce soit. Le DG peut consulter le CP. Le CP peut donner son avis sur tout aussi. Le CP doit répondre dans le délai indiqué par le DG. Alors, le DG, il doit vous demander de répondre. Alors, assurez de répondre puis assurez de prendre votre place. Le DG informe le CP du découpage et rend l'information disponible sur le site Internet du CSS. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de communiquer avec votre DG pour voir comment, puis quand, puis assurer que vous êtes inclus dans ce processus-là. On est dans une nouvelle ère de collaboration, puis c'est important aussi que vous contactez votre DG pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis le laisser savoir qu'est-ce que vous voulez. C'est pas parce que dans la loi qu'on a maintenant le droit de donner avis sur tout, on peut le commencer tout de suite, parce que ça existe déjà dans la loi. Alors, communiquez avec votre DG. Il faut que vous travaillez ensemble pour le bien-être de tout le monde. Alors, ensuite, si vous n'avez pas déjà vu, excuse-moi, il y a sur québec.ca, oui, www.quebec.ca, des premières informations sur la gouvernance scolaire. C'est une page à continuer à regarder. Il va ajouter des informations au fur et à mesure pour vous informer de toutes sortes d'informations sur la gouvernance scolaire. Et puis avec ça, à notre CG, le 8 février, on avait déjà fait un atelier puis un planning avec des questions. On était à la recherche de plusieurs des questions. On a même déjà répondu ce soir à plusieurs questions. Il y en a d'autres questions qu'on va faire un petit quiz avec Maître Rio pour voir s'il connaît la réponse maintenant, après son semaine de lecture. Mais premièrement, déjà répondu ce soir, les questions qui étaient posées au CG, puis aussi très souvent depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Il faut rapidement avoir accès à des formations pour chaque instance. Alors, c'est en évolution. On vous donne ce soir le plus d'informations possible à ce moment, puis on va continuer. Alors, reste à flou. Il va y avoir d'autres explications en direct. Il va y avoir des autres formations qui s'en viennent, d'autres informations. Alors, aussitôt que nous, on a des informations, on vous les transmet. Le besoin d'infos sur la division des territoires. C'est tout détaillé 2 fois, si pas 3 ce soir. Mettre en contact avec vos DG. Que faire si personne ne présente dans un district? Bien, tu peux choisir quelqu'un d'autre. Clarification sur les nouvelles possibilités de communiquer avec les parents. On a déjà clarifié ça ce soir. Puis, quel sera le processus des élections? On a déjà clarifié ça ce soir. Maintenant, c'est les questions que je vais poser à Maître Rio. Quel est le statut des commissaires parents, surtout ceux qui n'ont pas de siège dans un CI ou un CP? On les garde au CP, à l'exécutif du CP. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces commissaires parents? C'est sûr que pour les commissaires parents qui étaient actuellement en poste puis qui n'avaient pas de... Ils siégeaient plus sur un conseil d'établissement ou sur un comité de parents, c'est sûr que vu qu'ils ont perdu leur chaise, je peux dire, de commissaires parents, ils n'ont plus la légitimité nécessaire pour siéger sur les CP. C'est sûr que ça, c'est radical, mais c'est ça. Il y a aussi la question de l'exécutif des CP. Souvent, les commissaires parents avaient un poste de facto sur les comités exécutifs de CP pour ceux qui en avaient, parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. L'exécutif d'un CP, c'est quelque chose qui appartient au comité de parents. Donc, pour ces cas-là, les commissaires parents qui ont aussi un siège sur le CIP et le CP, mais que là, ils ont perdu leur rôle de commissaire parent pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec eux sur l'exécutif, bien,
juste à se rapporter à votre régie interne de comité de parents, soit modifier votre régie interne pour décider ce que vous voulez faire avec ces commissaires parents-là, vu que c'est quelque chose qui n'est pas dans la loi au niveau de l'exécutif des comités de parents. Donc, ça revient à la régie interne du comité de parents de décider qu'est-ce qu'il y en a. Deuxième question. Comment inclure une représentativité IHDA au CA qui ne contrevient pas à la loi? Dans la loi, il n'y a rien qu'on peut utiliser et qu'on peut s'appuyer dessus pour avoir un représentant EHDA. Mais comme on en a parlé plusieurs reprises dans la présentation, il faut savoir que les parents qui sont désignés sur les CA sont désignés par les comités de parents, puis selon le processus et les règles qui vont en décider. Donc, encore une fois, ça revient à la façon dont les règles du processus de désignation vont être élaborées dans chaque comité de parents. C'est ça. Excellent. Est-ce que les assemblées des CA seront publiques? Oui. Oh mon Dieu! Hey! Des choses simples! Oui. Les inscriptions des enfants, il y a des confusions quand elle a la possibilité d'inscrire un enfant dans une école ou une autre CCS ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que pour ce qui existe actuellement, ça ne changera pas avant l'année scolaire 2021-2022. Mais comme je l'ai un peu effleuré tantôt, ce que la loi, le projet de loi 40 a prévu, c'est que les frontières entre les centres de services vont tomber. Fait qu'on peut faire une demande d'inscription dans une école d'un autre centre de service de la même manière qu'on peut le faire dans une école à même le centre de service. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce qu'il va falloir se baser sur les critères d'inscription de l'école dans laquelle on veut s'inscrire. Puis ces critères-là vont devoir prévoir une certaine priorité en fonction des élèves qui sont déjà dans le bassin, de la fratrie dans le mesure du possible. Fait que, oui, on peut faire une demande d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022, mais ça va dépendre de la façon que les critères d'inscription sont faits. Prochaine question. Pour la transition, comment ça fera le passage des dossiers qui sont présentement en cours, comme par exemple la construction des écoles, puis on clarifie le rôle de DG dans la transition? En fait, la réponse pas compliquée à ça, c'est que les pouvoirs qui étaient dévolus au Conseil des commissaires vont être assumés pour la transition par les directeurs généraux. Donc, comme je viens de l'expliquer tantôt, n'hésitez pas à les contacter, poser des questions aussi. C'est ça, les pouvoirs qui étaient dévolus au Conseil des commissaires sont dévolus maintenant au DG pour l'aspect transition. Puis, il n'y a plus de comité d'éthique et déontologie. Quel sera le nouveau processus de plainte? Est-ce qu'il va y avoir mis en place un comité de soutien aux médiateurs pour gérer des crises et des conflits? En fait, il ne faut pas mélanger les deux trucs. Là. Comité d'éthique et déontologie, puis processus de plainte, puis protecteur d'élèves, ce n'est pas la même chose. Le comité d'éthique et déontologie, comme je l'ai dit tantôt, il existe toujours pour ce qui est des membres du conseil d'administration. Pour ce qui est du processus de plainte, protecteur de l'élève, ça, c'est quelque chose qui va être à développer plus tard. Ça ne fait pas partie de ce projet de loi-là. Nous, on veut travailler là-dessus. Puis, c'est effectivement un atelier qu'on va avoir à notre prochain conseil général sur le processus de plainte. Puis, il y a d'autres questions qui rentrent, comme Hervé a dit au début, puis Kevin a dit, on va prendre toutes vos questions. Je sais qu'il y en a d'autres sur Facebook Live. Stéphanie est en train de les toutes capturer. On va les répondre. On va vous envoyer des réponses. Une question que j'ai vue, un commentaire que quelqu'un a fait, est-ce que c'est le ministre qui fait la désignation des conseillers d'administration? Pas du tout. On a détaillé des processus d'élection pour chacun des postes qui sont au conseil d'administration. Alors, puis l'autre question qui est la plus fréquente dans notre chat, c'est les documents. Aussitôt qu'on finit ce soir, le document, le PowerPoint de ce soir, plus le document loi avant puis loi après, il va être déposé sur notre site web, puis vous pouvez avoir accès à ces documents-là. Alors, donnez-nous quelques minutes parce qu'on a travaillé jusqu'à 5 minutes avant de commencer la présentation, mais les documents, il va être déposé. Puis bien sûr, si vous avez des questions, écrivez info
puis L40@fcq.ca où vous pouvez nous appeler, puis on va vous donner des réponses le plus rapidement possible. Sur ça, je pense, on a tout couvert. Il y avait peut-être d'autres questions oui? rapidement que je pourrais répondre en rafale. Une question qui revenait souvent sur les profils de membres représentant la communauté. Donc, c'est 5 représentants. Une personne qui va avoir une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines. Une personne qui va avoir une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles. Une personne qui va être issue du milieu communautaire, sportif ou culturel. Une personne issue du milieu municipal, de la santé et des services sociaux ou des affaires. Puis finalement, une personne qui va être âgée de 18 à 35 ans. Donc, voici les 5 profils des membres de la communauté. Puis sinon, j'en vois quelques-unes que je peux répondre rapidement. Il arrive quoi avec le comité HDA? Mais il n'y a pas eu de changement dans le projet de loi à ce niveau-là. Ouais, le reste, on va essayer de répondre le mieux possible, puis on va avoir plus d'infos, puis les infos requises, mais voici les informations qu'on a pour l'instant. Alors, pour ça, je pense que ça finit notre soirée. On vous remercie. C'était 1 heure à peu près pile. Alors, merci pour votre patience. Puis, à la prochaine. Bonne soirée tout le monde!